dans cette troisième vidéo consacrée à l'écologie, eh bien, nous allons poursuivre notre travail sur les grandes préoccupations et puis les grandes problématiques de l'écologie en essayant de rester, comme je vous l'ai dit, assez simple. Nous irons un petit peu plus loin dans d'autres vidéos pour aller plus loin sur certains sujets. Donc, sans effet de serre, notre Terre est à moins 19 degrés. Avec un effet de serre, elle est à 15 degrés. Et la grande problématique actuelle, c'est de savoir, troisième case, où on va. Donc il faudrait limiter cette augmentation de l'effet de serre. Au départ, quand j'enseignais l'écologie, je disais, il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut pas que ça se passe. Il ne faut pas que la Terre se réchauffe. Elle avait commencé déjà à se réchauffer, mais on espérait que l'on puisse arrêter ce processus. Maintenant, on sait qu'elle se réchauffe, et puis on sait que ce processus est enclenché. Par contre, il faut faire en sorte que cette augmentation de température soit le plus bas possible. 2 degrés, plus 2 degrés, ou plus 1,5 degré. Certains se sont dit, lors de la COP21, on chipote. En fait, cette différence, elle est fondamentale parce que 1,5 degré ou 2 degrés, je vous invite à aller regarder le rapport de l'ONU là-dessus, en fait, le rapport du GIEC, en fait. La différence entre une augmentation de plus 1,5 degré ou 2 degrés, ça change beaucoup de choses. Notamment, je pense ici à certaines îles où l'élévation de la mer, c'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes conséquences à plus 1,5 degré ou à plus 2 degrés. Et donc il y a des décisions à prendre pour limiter cette augmentation à 1,5 degré. Alors notre écologue nous a expliqué par toutes ses recherches, par toute sa compréhension scientifique en fait des problèmes, il nous a expliqué les cycles du carbone longs et courts, et grâce à l'écologue, on peut comprendre aussi ce qui se passe quand vous avez une station d'épuration et que vous allez relarguer dans une eau, ce qui est le principe même d'une station d'épuration, c'est d'épurer une eau et puis de rejeter cette eau dans le milieu naturel. Et donc on va rejeter cette eau avec une certaine quantité de matière organique. Cette matière organique, on va utiliser des indicateurs pour exprimer la matière organique biodégradable, c'est la DBO5, et puis la matière organique globale oxydable, qu'on appellera la DCO. Donc DBO5 et DCO, ce sont des indicateurs qui vont nous permettre de savoir quel est le rejet de matière organique ici, puisque je suis en sortie de station d'épuration, dans notre milieu naturel où vous avez ici une rivière. Donc si on reste sous les seuils réglementaires qui nous ont été fixés par un arrêté préfectoral, eh bien la nature sera tout à fait capable d'absorber cette pollution. Ce qui va poser problème, c'est si je dépasse les seuils qui se trouvent dans mon arrêté préfectoral. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ma matière organique va être oxydée, et pour oxyder cette matière organique, par définition, on va consommer de l'oxygène. Quel oxygène? L'oxygène qui se trouvait dans cette rivière. Donc, si je consomme de l'oxygène qui se trouve dans cette rivière pour oxyder ma matière organique, des BO5, des CO, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mes organismes qui sont ici n'auront plus assez d'oxygène. On aura effectivement une anoxie du milieu et donc une mort d'un grand nombre d'organismes. Alors ça doit dépendre du dépassement par rapport au seuil. En tout cas, une chute de la biodiversité. Alors notre écologue va nous expliquer aussi que si j'ai une chute de la biodiversité, je ne vais pas toucher simplement un seul organisme, puisque tous les organismes sont liés entre eux. Tous les organismes sont liés entre eux par ce que l'on appelle la chaîne alimentaire, on l'appelle aussi la chaîne trophique, on parle aussi de flux d'énergie. Vous avez donc tout en bas de cette pyramide les producteurs primaires, ici mon algue, mais aussi des micro-organismes, par exemple des cyanobactéries, qui vont libérer de l'oxygène
donc ça va oxygéner mon milieu, et qui vont aussi capter du carbone. Donc ces producteurs primaires, si je résume, je vais avoir donc une captation de CO2 et je vais avoir un relargage d'oxygène. Donc dans mon milieu aquatique ici, eh bien, je suis gagnant sur les deux tableaux. Je capte le CO2 qui a une tendance à acidifier le milieu, souvenez-vous, et je libère de l'oxygène. Et en plus, ce CO2 qui a été capté, eh bien, il va produire de la matière organique, puisque ma plante aura poussé, mes cyanobactéries se seront multipliées. Et donc, je vais avoir des organismes qu'on appelle les consommateurs primaires, qui vont consommer des producteurs primaires. Alors, eux, ils ne savent pas faire de la photosynthèse, donc toute leur énergie va provenir de ce qu'ils auront mangé, donc ils ont des producteurs primaires qu'ils auront consommés. Et puis ces consommateurs primaires seront mangés par des consommateurs secondaires, qui eux-mêmes seront mangés par des consommateurs tertiaires. Et donc on va arriver tout en haut de la pyramide avec des super prédateurs qui vont être extrêmement importants dans les écosystèmes parce qu'au final, ils vont stabiliser les populations des autres. Et donc, lorsque j'ai à une échelle donnée un organisme qui disparaît, ou plusieurs organismes qui disparaissent, par exemple, parce que j'ai une anoxie, c'était ce que j'avais dans ce que je vous ai explicité tout à l'heure, eh bien, en fait, je vais déstabiliser complètement l'écosystème. J'ai rajouté sur ce schéma des organismes qui sont extrêmement importants, qui vont dégrader la biomasse morte. Les flèches qui sont ici représentent au final les C3 morts, les C2 morts, les consommateurs primaires morts, etc. Et donc il faut qu'on ait, pour reboucler la boucle, que tous ces déchets-là soient réutilisés. Ils sont réutilisés par certains organismes. Et on voit que chaque organisme se situe à un niveau particulier dans l'écosystème. Et on va parler en fait de niche écologique. Donc une niche écologique, eh bien, c'est une fonction, et puis c'est un lieu aussi au final, qui va être utilisé par certains organismes pour apporter un rôle à l'écosystème. Lorsque tout se passe bien, lorsqu'on est en équilibre, eh bien, on est dans une situation qu'on appelle une situation de climax. Donc, le climax, c'est une situation d'équilibre. Vous voyez ici, je vous ai représenté, on a des producteurs primaires, on va avoir des consommateurs primaires, secondaires, tertiaires, etc. Donc on est en situation d'équilibre, on est en situation de climax. Maintenant, un certain nombre d'éléments peuvent déstabiliser ces écosystèmes. Et on a certaines situations qui vont aller vers ce qu'on appellera des évolutions catastrophiques. C'est-à-dire que on va avoir tellement déstabilisé notre écosystème qu'on va aboutir à ce genre de choses. Une évolution qu'on appelle une évolution catastrophique. Ici, l'exemple que je cite, c'est dans la partie superficielle, en fait, dans la zone de surface de notre milieu aquatique, on va avoir un développement d'algues vertes, par exemple. Or, ces algues vertes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont bloquer l'entrée des rayons lumineux. Regardez sur le schéma du haut. En jaune, j'avais représenté la pénétration du milieu par les rayonnements lumineux, qui permettent notamment à nos producteurs primaires de faire leur photosynthèse. Ici, en fait, la couche d'algues vertes va empêcher ces rayonnements de rentrer. Donc on va être avec un milieu qui va souvent en dessous beaucoup plus sombre, et donc mes producteurs primaires ne pourront pas faire leur photosynthèse, et donc mes consommateurs primaires ne pourront pas consommer des producteurs primaires, etc. Vous avez compris qu'en fait la chaîne ici elle a été cassée, et on se retrouve dans une évolution qu'on appellera catastrophique, parce que le milieu ne retrouvera pas forcément sa situation d'origine. Alors il y a d'autres cadres où si on enlève le facteur initial
qui a entraîné cette évolution, on peut revenir à notre situation, à notre situation de départ. Alors tout ça, ça a été modélisé par des écologues à nouveau. Donc ces écologues ont modélisé cette évolution catastrophique. Alors en abscisse, vous avez les conditions environnementales, et en ordonnée, vous avez l'état d'un écosystème. Donc si on a ce genre de relation, avec une courbe ici que j'ai représentée en marron, lorsqu'on fait évoluer les conditions environnementales dans ce sens-ci, on voit l'état de l'écosystème qui se dégrade. Par contre, si on ramène les conditions environnementales dans ce sens-là, on voit que on va pouvoir remonter ici cette courbe-là. Donc c'est quelque chose, ici on est dans un écosystème où on observe qu'en fait on a une réversibilité de notre système. Mais il existe aussi des situations où on ne va pas retrouver cette réversibilité. Donc, lorsque je fais évoluer mes conditions environnementales, je pars d'ici, de mon écosystème qui est bien, qui est dans un bon état. On va, par contre, en faisant évoluer, on voit que cet écosystème a tendance à se dégrader. Et puis, il y a un point de rupture qui est ici. Si je continue à dégrader mon écosystème, en fait, mon écosystème ne va plus fonctionner selon la courbe marron ici, mais selon la courbe rouge. C'est-à-dire que dès que je vais passer ce seuil-là, eh bien, je vais me retrouver à avoir un écosystème qui va évoluer selon cette courbe-là. Donc, quand je vais ramener mes conditions environnementales dans ce sens-ci, eh bien, je ne reviendrai jamais à ma situation d'origine, puisque c'est cette courbe-là qui maintenant va s'imposer comme règle dans mon écosystème. C'est ce qu'on appelle une évolution catastrophique. Catastrophique, puisqu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est ici irréversible. Donc on a bien des choses qui sont irréversibles, tout n'est pas réparable. Lorsque vous avez une évolution de conditions environnementales, on ne peut pas partir du principe qu'on peut de toute façon revenir en arrière. Non, ça ne fonctionne pas comme ça dans la nature. Ça peut fonctionner comme ça, mais pas partout. Et l'écologue va nous parler de biodiversité. Et l'écologue a travaillé sur cette biodiversité. Il est à même de nous faire comprendre en fait cet équilibre qu'il y a au niveau de la biodiversité. Et eh bien, je vous en parlerai dans une toute dernière vidéo qui sera consacrée à la notion d'écosystème et à la biodiversité.